Bon, ok, bah super. Bon ben bonjour, bienvenue à tous, hein. Bienvenue à cette session sur JHipster. Bon, j'ai pas codé avec, hein, c'était juste pour la blague que j'avais les moufles. Donc, voilà, je m'appelle Julien Dubois, je suis développeur Java depuis une quinzaine d'années. Avant, je faisais un peu de Microsoft d'ailleurs. Et aujourd'hui, je travaille chez Hippon Technologies. Je suis directeur de l'innovation chez Hippon Technologies. Bon, je pense que vous êtes venu au stand. On a un punching ball, c'est très sympa. Et vous avez encore le temps de venir sur le stand après. On va parler de JHipster et c'est une conf qui est essentiellement du live coding. Donc j'ai quelques slides avec le template très moche de Devox. Et après, on code. On troll. Ah oui, il y aura du troll un petit peu. J'ai dit que j'en ferai pas, mais c'est une seconde nature. Donc déjà quelques stats sur JHipster. Le mois dernier, donc au mois de mars, on était à 270 000 pages vues, 60 000 downloads au total, donc c'est quand même pas mal. On a des conférences partout dans le monde, il y en a eu plusieurs aux US le mois dernier, il y en avait en Allemagne, en Suède, là dans 3 semaines, il y en a eu en Espagne. Donc c'est assez populaire au niveau mondial. On a pas mal d'articles aussi dans la presse un peu partout dans le monde. On a pas mal de retours projets réussis. Je ne sais pas si vous étiez à la presse juste avant de François Ledroff et de Romain Pellis sur la sécurité. C'était basé sur JHipster. Donc j'ai appris que chez Adobe ils faisaient du JHipster. Mais il y a beaucoup d'autres gens qui en font. Et on a un très bon buzz. C'était un peu l'idée du début d'ailleurs. Hein. JHipster, c'était censé être un truc buzzworthy. Donc en termes de buzz, j'ai deux slides un peu trop lesques évidemment. Déjà, on compare souvent quelques projets. Donc j'ai fait les comparaisons des étoiles sur GitHub. Donc j'ai comparé à JBossForge. Donc vous voyez JBossForge, ça marche pas terrible. Spring Roo, Grails et JHipster, là on est quasiment à 2000 étoiles sur GitHub. Ça devient un peu n'importe quoi vu qu'on a dépassé hier Spring Boot. Et comme on va le voir, on a un générateur d'applications Spring Boot. Donc on est quand même le seul générateur qui arrive à être plus populaire que le truc qui génère. Ce qui est quand même un petit peu n'importe quoi. Mais bon, voilà. Ça, c'est en un an et demi. Hein. Donc, on a un très bon boost sur GitHub et un autre petit troll sur Devox. J'ai fait une recherche sur Google Trends. Donc, Google Trends, ça vous donne la popularité sur Google des mots-clés. Et donc, j'ai fait Devox France, bien sûr. Et j'ai fait JHipster. Et comme vous voyez, l'année dernière, on était aussi populaire qu'eux. Alors, cette année, c'est clair qu'on va les dépasser. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous recherchent. Alors, après, ils nous recherchent à tort ou à raison, mais en tout cas, ils nous recherchent. Peut-être qu'il y a des bugs, mais en tout cas, on est populaire. Après, être populaire, ça veut pas tout dire. Hein. C'est pas parce que vous êtes populaire que vous avez un truc qui est bien. Hein. Et c'est pour ça que j'ai ma citation préférée de l'ami Mark Zuckerberg. C'est que si vous n'êtes pas d'accord, en gros, hein, le code, c'est ça qui fait gagner les arguments. C'est un des mottos de Facebook. Il avait ça dans son document pour quand il est parti en bourse. Voilà, quand vous n'êtes pas d'accord, on regarde le code et on va voir qui a raison. Et c'est pour ça que la session, c'est pas des slides. On va coder, on va voir. En espérant vous convaincre, bien sûr, que le code de JHipster est très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans JHipster? Juste vite fait. Déjà, qu'est-ce qui fait du JHipster ici? Ah oui, il y a quand même pas mal. Ouais, bon, il y a, je sais pas, une dizaine de personnes. Donc, de toute manière, je vais aller vite là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On fait trois choses. On génère un backend Java. C'est la partie. Ah oui, dans JHipster, c'est le J, c'est Java. Et on génère un front-end web avec AngularJS, c'est la partie hipster. Et on configure ce qu'on a tendance à oublier, une suite d'outils de travail. On va voir qu'en fait, c'est peut-être la chose la plus importante au final. Juste détailler des stacks techniques. Côté back, on est sur du Spring, plus exactement du Spring Boot. Donc on est sans XML pour les trollers. On a pas mal de travail. Alors j'ai listé les technologies principales, mais on a un gros travail sur Spring Security. D'ailleurs, on est passé à Spring Security 4. On a un gros travail sur la sécurité. Pour les accès à la base de données, on est soit en JPA avec Spring Data JPA, c'est ce que je vais utiliser là. C'est peut-être la plus intéressante. Après, on a du Spring Data MongoDB et du Cassandra pour les gens qui veulent faire du NoSQL. Moi, je fais beaucoup de Cassandra à côté, donc la partie Cassandra me plaît beaucoup. Le front, on est avec du Spring MVC REST. On utilise du Liquibase pour les changements de base de données, enfin les changements de version de base de données, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et on a du classique Spring, donc du cache, du monitoring, du clustering. On va en discuter pour les parties les plus intéressantes tout à l'heure. Je dirais c'est ce qu'on attend classiquement d'une application Spring Java moderne. C'est Spring Boot qui fait le gros du boulot quand même. Côté web, là c'est la partie hipster. Donc on est basé sur AngularJS, c'est le framework principal. On a aussi du HTML5 boilerplate et du Twitter Bootstrap pour ce qui est HTML5 et CSS. Donc ça c'est du très classique, on va dire. Enfin aujourd'hui c'est les trucs populaires. On a rajouté, on va dire, 3 technos un petit peu plus particulières. Il y a Angular Translate pour la traduction, qu'on utilise massivement parce que tout est traduit.
On essaie de pousser un certain nombre de bonnes pratiques, dont l'internationalisation de l'application dès le début. Alors côté web et côté back aussi, on va en reparler. On a du Timeleaf pour les gens qui veulent faire des pages, pas faire de single web page application, on va dire. Et on a un très bon support des WebSockets. Aujourd'hui, on a Spring WebSocket. On avait un support d'atmosphère, là on a migré, donc c'est quelque chose qu'on va revoir peut-être. En tout cas, aujourd'hui, au niveau des WebSockets, on a vraiment un truc sympa. Et surtout, depuis Spring Security 4, qui est sorti là il y a une semaine, c'est assez sympa parce que Spring WebSocket s'intègre dans Spring Security, donc on peut sécuriser les routes. Donc c'est assez marrant. Et enfin, l'outillage, c'était ma troisième partie, et qui, au final, est peut-être le plus important à mon sens. Donc, on va vous auto-configurer un certain nombre d'outils. Yeoman, c'est là-dessus qu'on est basé, donc c'est ça qui nous permet de faire un générateur. Bon, Git, je passe. Maven et Gradle, je pense qu'ici tout le monde connaît. Alors, nous, ce qui est intéressant, c'est que on va voir vite fait qu'on a des choix. Et en fait, ces choix sont pas si impactants que ça. C'est-à-dire que si vous choisissez Maven ou Gradle, on va vous générer la même appli avec la même configuration qui a marché pareil. Simplement, vous n'aurez pas le même outil. Donc après, vous prenez l'outil que vous préférez. Nous, ça va pas changer grand-chose derrière. Ça, c'est pour le Java. Pour le JavaScript, on a leur équivalent Grunt et Gulp.js. Là aussi, une guerre des outils. Et nous, en fait, on peut croiser. Alors, par défaut, c'est Maven et Grunt, mais vous pouvez faire du Gradle et du Gulp. Hein. Après, la plupart des gens, j'ai des stats assez précises, la plupart des gens prennent Maven et Grunt. Donc, je les conseille parce qu'il y aura, en théorie, moins de bugs. On a du Bower pour gérer les CSS, JavaScript. Et enfin, pour déployer, on va vous autoconfigurer Cloud Foundry, Heroku et OpenShift sur ce que vous voulez. Ou alors, évidemment, si vous voulez déployer dans votre cloud privé, on vous génère un jar exécutable ou un war qui peut se déployer sur un Tomcat, sur un JBoss, sur un Jonas. Je n'ai même pas pris, mais qui déploie ça sur Jonas. Voilà. Les objectifs, il y en a 4, c'est ce qu'on va voir là tout de suite. On veut générer rapidement une application sur mesure. On va voir, on a des questions et assez rapidement on va avoir une application qui marche. Ça j'aurais pu la faire avec les gants en fait, ça c'est facile. Après il y a la partie qui commence à devenir plus touchy, on veut avoir des entités, donc on va générer une application métier avec du CRUD à la base. JHipster c'est un outil technique, donc on va générer nos entités, faire les liens entre elles. Là c'est déjà plus compliqué. Après, c'est là on va avoir un nouveau à mon sens qui est plus intéressant, c'est la suite d'outils préconfigurés et l'architecture qu'on a mise en place, parce que grâce à ça, on va voir que on va pas s'arrêter au CRUD en fait, on va pouvoir coder du métier assez facilement avec ce qui a été mis en place. Et finalement, c'est ça le vrai boulot. Et enfin, l'idée finale, c'est de pouvoir déployer l'ensemble en prod en une commande, ce qu'on fera tout à l'heure. Alors, je précise que le Wi-Fi de Devox est capricieux, donc on va être un peu joueur, on va tenter. Sinon, j'ai un backup évidemment. On code? Ouais, j'ai 43 000 pour coder, ça va être tout tranquille. Donc, l'application, je change d'application suivant les entreprises où je vais. J'ai gardé celle-là parce que je l'ai fait il y a quelques temps à la Société Générale et c'était la plus sympa, j'ai trouvé. Enfin, après, c'est mon goût personnel. J'ai passé trop de temps en banque, peut-être. Donc là, notre idée, c'est qu'on a une application bancaire. Attendez, j'ai de l'UML, ça c'est pas très hipster. Donc une application bancaire avec 4 entités, donc j'ai un utilisateur, il a un nom, il a un... Ah oui, alors j'ai mis des champs, alors l'application bancaire, je l'ai un peu tordu pour faire des trucs sympas par rapport à JHipster. Donc là on a j'ai fait exprès de typer des champs, donc il a une date d'anniversaire pour avoir un champ date. Hein. Sinon, donc on a un utilisateur, il a des comptes en banque, son compte courant, son PEL, etc. Il fait des opérations bancaires, donc les opérations bancaires, elles ont une date, une description, et puis un montant. Et puis, histoire d'avoir un petit many to many, parce que je voulais faire des trucs un peu plus balèzes que du one to many, j'ai un label. Donc, si vous avez, il y a beaucoup de banques qui ont ça. Maintenant, on peut labelliser ces opérations, dire je suis allé au resto, c'est mon salaire, etc. Donc, voilà, on va mettre ça en place histoire d'avoir un petit many to many. Et donc ça, c'est mon CRUD. Et une fois que j'aurai généré ça, je vais avoir 4 petites user stories. Je vous les passe pas là, on va les faire au fur et à mesure. En fait, on va vite se rendre compte. Enfin, je vous fais juste la plus évidente. Si je fais juste du CRUD, mon montant de mon opération bancaire, il faut que ça reparte dans la balance. Vous voyez, si je dépense 100 euros, il faut que j'ai moins 100 en haut, sinon c'est pas bon. Donc j'ai forcément du métier, des transactions, etc. que je vais devoir faire. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment tout fonctionne. Et ben on est parti. Donc JHipster, à la base, ça se fait en ligne de commande. Attendez, je vais bien la mettre, voilà. Je vais créer un nouveau répertoire, on va l'appeler Devox. Attendez, je vais tricher parce que Devox, je vais le taper plein de fois. CTRL-C. CD Devox. Donc j'ai un répertoire vide. Et là, je vais appeler JHipster. Donc la commande, c'est Yeoman. Donc Yo JHipster. Et là, on va appeler JHipster qui va arriver et qui va commencer à nous poser des questions. Donc les premières questions sont basiques. Je vais peut-être mettre plus haut pour les gens du fond.
Non, je sais pas. Oui, non. Comme ça? Ouais, ça va, ok. Donc, première question, elle est basique, hein. Comment vous voulez appeler votre appli? Bon, bah, je vais l'appeler Devox. Bon. Le nom de package, fr.devox. Pas important. Là, on commence dans les trucs plus intéressants. On voit que je vais avoir un arbre de décision, en fait. On me demande est-ce que je veux du Java 7 ou du Java 8. Donc, si je veux du Java 8, j'aurai des lambda, des trucs modernes. Du Java 7, j'aurai des trucs pas modernes. Après, on a aujourd'hui environ 30% des utilisateurs qui sont encore sur Java 7. Oui, alors sur mes stats, j'ai environ 10 000 applications générées, donc j'ai des stats assez précises maintenant sur ce que font les gens. Donc ça me donne une bonne idée sur ce qu'on peut déprécier ou pas. Donc Java 7, on va le garder pour l'instant. Donc Java 8, on aura des lambda. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est aussi une bonne entrée en matière. Donc je vais prendre Java 8. Ensuite, j'ai une question de sécurité. Alors la sécurité, c'est quelque chose qui est important pour nous. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a 3 options. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Aujourd'hui, les options, c'est soit du Spring Security classique, on va dire, c'est ce que je vais garder d'ailleurs aujourd'hui avec une session, soit du OAuth 2, qui, on va dire, qui marche bien comme ça, mais il y a des améliorations possibles, ou un truc à base de token, qui va être sans serveur OAuth 2 et qui va être stateless. Donc en fait, celui-là est assez sympa dans la pratique si vous voulez scaler et pas être embêté avec un token qu'on garde en base de données. Je vais garder celui par défaut. 5e question, on va me demander, là vous voyez on est sur des types de choses, après on va préciser plus en détail ce qu'on veut, parce que là je réduis mon arbre de décision petit à petit. Quel type de base de données je voudrais utiliser, donc soit du SQL, soit du MongoDB, soit du Cassandra. Alors là vous doutez bien, une base de données, on va dire SQL en Java 7, ça sera très différent de Cassandra en Java 8. On commence à voir comment le générateur va avoir beaucoup de décisions à prendre. Je vais garder donc du SQL. Comme j'ai choisi SQL, la question d'après, qu'est-ce que je veux comme base de données en prod? Donc en prod, je vais prendre PostgreSQL parce que j'aime bien PostgreSQL sur le cloud. J'ai un hébergeur qui est sympa. Et comme j'ai choisi PostgreSQL en prod, on propose en dev d'avoir alors soit un H2, donc une base de données mémoire. Il y a l'immense majorité des gens qui utilisent ça, c'est très sympa. Soit avoir la même base de données en dev qu'en prod. Ce que je vais prendre ici, parce que comme ça on va pouvoir faire des requêtes à côté en base, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne en fait. Et en fait en dev, la plupart des gens prennent H2. Donc je vais prendre PostgreSQL. Comme j'ai choisi une base de données SQL, on va aussi me demander, donc on va utiliser Hibernate, est-ce que je veux un cache ou pas? Donc soit j'ai pas de cache du tout, donc là je vais être stateless, ça va être plus simple à scaler. Par contre, ça va bourriner la base, donc en fait c'est peut-être pas une bonne idée. Soit je vais prendre du EHCache, qui est notre cache par défaut en local, soit du Hazelcast, qui est un cache distribué. Bon là pour notre exemple, je reste sur le défaut. Et étant donné que je suis en session HTTP, est-ce que je veux les clusteriser ou pas? Donc par défaut, je vais pas le faire. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de choix qui vont dépendre du fait si je veux être stateless ou pas en fait. C'est l'une des grosses problématiques qu'on va avoir. On va pas vous générer le même code et on va vous proposer des options pour vous aider, même si vous êtes stateful, à monter en charge, malgré des choix qui normalement vous empêchent de monter en charge. Encore d'ailleurs une option qui peut nous embêter si on veut monter en charge, est-ce qu'on va utiliser des WebSockets? Donc là, je vais pas le faire pour l'instant, parce que c'est une démo, on va dire, relativement simple. Là, j'ai fait tous mes choix d'architecture. Donc là, si j'avais choisi les WebSockets, j'aurais eu d'autres classes qui seraient arrivées, une autre configuration, d'autres fichiers JavaScript, etc. Donc là, j'ai tout choisi. Maintenant, on va me demander mes outils pour builder. Donc j'avais dit tout à l'heure Maven ou Gradle. Donc je vais prendre Maven. Ça, c'est pour le Java. Pour le JavaScript, Grunt ou Gulp.js. Je vais rester sur Grunt. Et on peut utiliser Compass pour faire son CSS. Alors nous, chez Hippon, on a un gros projet qui l'utilise. Donc il y a, on va dire que c'est populaire chez pas mal de gens. Moi, j'aime pas trop Compass, donc je le prends pas, mais c'est une possibilité. J'ai fait entrer, là, JIpster me génère toute l'application, donc il est en train de créer plein de fichiers. Je peux déjà les ouvrir dans IntelliJ. Alors en fait, on peut les ouvrir avec n'importe quel IDE, on n'a pas de lien avec un IDE particulier, vous pouvez même bosser en ligne de commande. Tout ce que je fais là, d'ailleurs, on va voir après, je peux tout faire en ligne de commande, donc c'est pas gênant. Par contre, moi j'aime bien IDEA, donc je vais me permettre de l'utiliser. On dit Devox. Voilà. Alors ça marche aussi, il y a plein de gens sous Eclipse, et apparemment sous NetBeans, ça marche aussi. Voilà, donc c'est vraiment pas un problème d'IDE. Donc là, IDEA m'a reconnu mon projet, il a vu que c'est un projet Maven, vous voyez ici j'ai le plugin Maven IDEA qui est arrivé, donc tout est déjà configuré. Et donc la première chose que fait JIpster d'ailleurs, c'est configurer tous les outils. Si on regarde un petit peu ici, vous voyez, j'ai un éditeur config, c'est pour configurer mon IDE, j'ai un gitignore, qui est d'ailleurs assez balèze, en fonction de ce qu'on fait. Etc., etc. Et puis évidemment Maven, je suis bête, qui est ici. Donc j'avais choisi PostgreSQL, si on regarde dans Maven, si je fais une petite recherche, on va tomber sur PostgreSQL, voilà.
Donc tout est prêt. Et j'ai une application ici, si vous connaissez bien Maven, bon, on reconnaît une structure Maven classique, SRC, main, Java, web app, test ici pour nos tests. Donc la partie Java, on va la regarder vite fait, donc c'est du Spring Boot. J'ai ici un package de configuration. Alors qu'est-ce qu'on configure de plus par rapport à Spring Boot? C'est des choses particulières à JHipster, essentiellement qui sont liées au fait qu'on va avoir un front-end AngularJS. Si je vais sur la sécurité, l'un des problèmes avec AngularJS, là on va avoir une single web page application. En fait, pour tous ceux qui font du Spring Security, quand vous vous loguez, il attend à ce qu'il y ait une page spécifique pour le login ou une page spécifique pour l'erreur. Et là, comme on a une single web page, en fait, on voit un fragment de page. Donc c'est pour ça qu'on a dû l'étendre ici et avoir des parties Ajax pour avoir des fragments de page à la place. Donc on a fait quelques modifs pour qui correspondent à la sécurité, qui correspondent. Tiens, tout à l'heure j'ai choisi un cache, donc on configure le cache, etc. Généralement, c'est pas des grosses configs. Donc ça, c'était pour la partie configuration. Après, j'ai une application Spring relativement classique. J'ai des objets de domaine, donc basés sur Hibernate, parce que j'ai choisi une base de données relationnelle. Donc on voit ici, j'ai un objet user qui est mappé sur une table, qui a un cache parce que j'ai choisi d'avoir un cache, qui est validé avec une validation. Donc on va dire un package de domaine relativement simple, enfin classique, et c'est là-dedans où par la suite on va travailler, on va rajouter des objets de domaine pour gérer mon application bancaire. Par défaut, on vous génère uniquement des choses pour la sécurité, parce qu'on se doute que la sécurité tout le monde en voudra. On ne génère pas encore de métier. À côté de ça, j'ai des classiques Spring, j'ai des repositories donc, qui sont codés avec Spring Data. Donc si je regarde mon user, voilà, j'ai un user repository qui gère mon objet user. Alors Spring Data JPA m'auto-génère quasiment toutes les méthodes. Donc j'ai rien à faire, c'est pour ça que c'est relativement simple comme code. Simplement, comme j'ai choisi Java 8 tout à l'heure, on remodifie certaines méthodes. Vous voyez, le optional, c'est du Java 8. Ça va avoir un impact sur la suite. Ça dépend de mes choix. Au-dessus de mes repositories, j'ai des services Spring qui sont optionnels. Là, je vais prendre user service. Donc voilà, il est transactionnel avec Spring et il utilise des optionals. Vous voyez là, j'ai un petit map, hop, une petite lambda. Et enfin, au-dessus de tout ça, j'ai une application web, bien sûr, avec des interfaces REST. Si je vais dans User Resources, on voit que j'ai un REST contrôleur de Spring MVC qui est mappé, voilà, alors il est mappé sur /API, ici, pardon, /users, puis on voit que voilà, j'ai un get all, j'ai un get avec le login du mec, je vais avoir, oui, après c'est à côté, je peux l'effacer, etc. Ça, c'est ma partie Java. Et côté web app, j'ai une application AngularJS qui est ici. Alors, on a fait un gros travail sur JHipster 2 pour la modulariser. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Le problème d'AngularJS, c'est que les gens ont tendance à faire un truc assez monolithique et à avoir style un fichier contrôleur dans lequel il y a tous les contrôleurs, etc. C'est ce qu'on avait au début. Aujourd'hui, tout est découpé. Donc, on a des composants, donc qui sont des composants réutilisables. Si je regarde ici service, j'ai un user service qui tape. Vous vous souvenez ici, dans mon Java, j'avais API users login. Si je regarde mon service AngularJS, API users login, il est mappé dessus. Donc, évidemment, l'idée, c'est de mapper les services AngularJS sur les endpoints Spring MVC. Et là, c'est AngularJS qui va gérer finalement tous les appels REST au niveau du composant. Et au-dessus du composant, après, j'ai une appli AngularJS classique. Je sais pas, je vais faire la partie login. On voit que j'ai un routeur avec Angular UI, j'ai un contrôleur AngularJS et j'ai des fragments HTML pour m'afficher des bouts de page. Et comme je disais tout à l'heure, derrière les fragments HTML, quand on regarde, on voit que j'ai du Twitter Bootstrap, vous voyez les classes spécifiques Twitter Bootstrap, j'ai de la traduction avec plutôt la directive Translate là-haut, ça c'est du Angular Translate, etc., qui est auto-généré pour moi. Voilà. Je vais lancer l'appli, je pense que tout est arrivé sans problème tout à l'heure, voilà. Je vérifie parce qu'en fait, alors si vous lancez JHipster, c'est là où il peut y avoir des trucs qui déconnent, on télécharge. Donc, alors, potentiellement du Maven, moi j'avais déjà tout, mais on télécharge du NPM, du Bower, donc on sait jamais, surtout avec le réseau de Devox. Voilà. Et bon, là, tout s'est bien passé. J'ai j'ai de nombreuses manières de lancer mon appli, mais il y en a deux principales. La première, c'est avec Maven. On voit que j'ai ici un plugin Spring Boot qui est prêt. Donc je fais Spring Boot Run et ça va me lancer l'application. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça en ligne de commande. Hein. Si vous faites de la ligne de commande, ça suffit. Ou alors, si vous avez une IDE comme moi, le plus simple, moi c'est ce que je préfère faire en fait, c'est d'utiliser ici, j'ai une classe application. Donc ça c'est Spring Boot qui me l'a fourni. Et ma classe application, c'est un main Java.
Donc en fait, elle est juste exécutable en faisant un clic droit, run. Run. Et il l'a pas vu. Ah, c'est qu'Index encore, pardon, c'est Moline. Écoutez, en attendant, on va faire autre chose. C'est pas grave. D'ailleurs, j'ai oublié un truc. On va lancer une base de données PostgreSQL. Il faut pouvoir s'y connecter, donc il faut que je crée ma base. J'aime bien la créer quand je fais la démo parce que je montre comme ça que je ne triche pas. Je sais pas déjà une base créée et que c'est bidonné. Donc on va la créer. New database, Devox, et on va lui donner les droits de se loguer. Ah, je l'avais déjà fait. Bon. Est-ce que, oui, IntelliJ a enfin mouliné. Voilà. C'était pas la bonne pub pour eux. Donc maintenant je peux faire clic droit run. Je vais lancer mon appli. Et mon application, alors, elle va mettre environ une dizaine de secondes à démarrer. Donc ça dépend des options qu'on prend. Là j'ai une option, donc par défaut on est relativement rapide au démarrage. Par contre on a beaucoup d'options. Vous voyez, j'ai mis 8 secondes. Ouais, j'étais rapide. On peut mettre 4 ou 5 secondes en enlevant des options. Mais là c'est après il y a des choses qui vont vous manquer. Donc au début c'est pas mal de démarrer comme ça. Donc l'appli est disponible. Donc si je clique, hop, elle est là. Parfait, j'ai mon petit hipster. J'ai juste montré un petit truc au passage. Je vous disais la base de données, PostgreSQL, etc. C'est marrant, là, on dirait que tout marche automatiquement alors que j'ai juste créé une base. Si je vais voir la base de données, je vais relancer pgadmin. Vous vous souvenez, je venais juste de la créer. Je vais aller voir dessus. Hop, Devox, schéma, public. On voit que j'ai des tables qui ont été générées, j'ai des séquences, j'ai plein de choses qui ont été faites. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise un outil qui s'appelle Liquibase. Et Liquibase, au démarrage, va vérifier si la base de données est à jour et va la mettre à jour si nécessaire. Donc, on gère des versions de la base de données et on est capable de les mettre à jour à la volée. L'intérêt, c'est si on bosse en équipe. En fait, quand je fais un git pull du code de mon voisin, je chope son code JPA, mais je chope aussi les modifications du schéma de la base, ce qui fait que quand je vais exécuter mon application, j'aurai ma base de données automatiquement à jour. Donc en dev, ça c'est très très pratique, c'est ce qu'on va voir, parce que je vais pas arrêter de la modifier là. Mais en prod, c'est aussi utile, parce que les gens l'utilisent pour monter de version en prod. Juste pour montrer comment fonctionne Liquibase, en fait, on a dans notre configuration, ici, on a des changelog Liquibase. Donc Liquibase, c'est le seul moment où vous verrez Enfin, avec le POM Maven, c'est le deuxième fichier XML, on n'en a pas d'autres. En fait, Liquibase gère ainsi, dans un fichier XML, tous les changements de base de données. Vous voyez, là, j'ai un create table, etc. C'est ça qu'on va utiliser pour mettre à jour la base de données. Donc ça, Gipster vous l'auto-génère au début. On va voir qu'après, Gipster vous auto-configure. Comme je disais qu'il y avait beaucoup d'outils auto-configurés. Il auto-configure ici, j'ai un plugin Liquibase, que lui va nous être utile quand on fait des modifications manuelles. En fait, ce fichier-là, moi je le code jamais. Il m'est soit auto-configuré par Gipster, soit plus tard par le plugin Maven de Liquibase. Et finalement, le fichier XML, je le regarde pas trop. Après, ça peut être intéressant si on veut tuner un truc, rajouter un index, etc. On va faire un petit tour sur l'appli quand même, parce que j'ai dit que l'appli a été lancée. Donc je l'ai lancé là, vous voyez, j'y suis allé là, en passant par le port 8080 tout à l'heure. Donc ça, c'est le truc classique Tomcat. C'est très très bien, mais moi, en fait, j'aime pas l'utiliser comme ça. Donc comme l'idée, c'est de vous montrer aussi les outils. On va utiliser un autre outil. Donc là, je lance un nouveau terminal. Donc Gipster m'a configuré Grunt. Donc Grunt fonctionne, là je peux faire un Grunt test, ça va lancer mes tests rapidement, avec Karma.js, etc. Et Grunt, surtout, il a un super outil. Donc c'est lancé avec une tâche qui s'appelle Grunt Serve. On a un outil qui s'appelle BrowserSync. Et BrowserSync, en fait, va nous lancer un navigateur géré par Grunt. Vous voyez, j'ai un petit truc connected to BrowserSync qui est arrivé en haut. Et là, je suis sur le port 3000. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est BrowserSync qui gère mon navigateur. Donc l'intérêt, c'est que si j'ai plusieurs navigateurs, si j'ai un téléphone portable, etc., il va synchroniser les vues. Je vais pouvoir scroller sur deux navigateurs en parallèle, etc. Cliquer, etc. en parallèle. Donc pour tester, c'est sympa. Mais, enfin, ça c'est le premier truc sympa. Mais moi, surtout, ce que j'aime bien, je vais fermer ça, je vais ouvrir ma CSS. Alors j'ouvre une CSS, mais parce que c'est plus simple. Si je change par exemple la couleur de mon fond d'écran, vous avez vu, je suis passé en rouge là derrière. Si je fais CTRL-Z, hop, je suis repassé en blanc. En fait, BrowserSync automatiquement me modifie mes CSS, mon JavaScript, mon HTML, à chaque fois que je fais une modif. Donc là, c'est un petit peu compliqué à montrer sur une démo comme ça, parce que moi, quand je travaille, j'ai deux écrans, bien sûr. Mais mon écran Gipster, enfin mon browser est sur un côté, il se rafraîchit tout seul. Et moi, je bosse dans mon IDE et je fais jamais de reload ou de CTRL-ALT-Tab ou je sais pas quoi. C'est automatiquement tout le temps à jour.
C'est pour ça que là, pour mes démos, je vais rester là-dessus, ça va être plus sympa, je n'aurai jamais à faire de reload. Donc, je vais regarder l'appli, donc vous voyez déjà les responsives. Bon, ça, c'est Twitter Bootstrap, hein, j'ai rien fait. On va s'authentifier, donc par défaut, on a deux comptes, on a admin et user. Et là, on a une appli par défaut. Donc, il n'y a rien de spécial, c'est mon appli justement qui n'est pas encore métier. Elle a quelques trucs intéressants. On a une gestion basique du compte de l'utilisateur. Je vais prendre typiquement la gestion du mot de passe. Pourquoi est-ce qu'on fournit ça? Il y a deux raisons. Alors déjà, si ça vous plaît pas, vous pouvez effacer les fichiers, hein, c'est pas gênant. Mais on vous fournit un minimum d'écran parce que d'une part, on pense qu'il va être utile pour la plupart des gens. On pense que changer de mot de passe, c'est utile pour beaucoup de monde. Mais d'autre part, on va voir après, on va générer du CRUD. Et le CRUD, en fait, c'est des écrans qui sont très très simples. Et ça vous donne pas des bons exemples d'écrans compliqués. Si je regarde le mot de passe, vous voyez en bas, j'ai un truc avec la force du mot de passe ici. Donc là, j'ai une directive, j'ai un truc un peu balèze, et ça vous donne des bons exemples sur comment faire des formulaires ou des contrôleurs AngularJS plus compliqués que des CRUD simples. Donc on laisse ces pages-là, un parce que c'est utile fonctionnellement, et deux parce que ça donne des bons exemples en fait. Ensuite, on vous fournit des écrans de monitoring de l'application. Généralement, c'est ça que les gens aiment beaucoup sur JHipster. Donc on utilise Dropwizard Metrics pour monitorer l'application, et on vous fournit un front-end d'AngularJS pour voir les métriques de l'appli. Donc on a les métriques de la JVM, on peut même voir les threads, on peut même faire des stack traces sur les threads. Donc ça c'est sympa en dev, mais aussi en prod, parce que finalement ça a aussi marché en prod. Donc si vous avez une thread bloquée, vous pouvez aller voir ce qui s'est passé. On a des stats sur la quête HTTP, sur les services Spring, donc on monitore les bin Spring. On a des stats sur EHCache, parce que j'ai choisi d'avoir EHCache tout à l'heure. On a des stats sur notre data source. Quelque chose d'assez précis sur ce qui se passe dans l'application. Donc, ça va me donner déjà une bonne idée si quelque chose ne va pas dans l'application, à la fois en dev et en production. Là, en dev, moi, j'ai que ça. En production, vous pouvez exporter, donc Dropwizard, il a des connecteurs, il peut envoyer ça vers Graphite. Nous, chez Hippon, on a fait notre propre connecteur vers Spark. Donc, vous pouvez envoyer ça dans Spark et les mouliner dans Spark, dans DRDD Spark. Donc, on va dire, il y a de quoi, en production, on va dire bien s'amuser avec tous ces logs. Metrics, c'est sur les données de l'application elle-même. On a une partie else, donc ça, les else checks, c'est fourni aussi à la base par Spring Boot qu'on a étendu, et on va avoir des checks sur les systèmes externes auxquels on se connecte. Donc on voit que ma base de données, tout se passe bien. PostgreSQL, elle va bien. On voit que mon serveur de mail, je ne l'ai pas configuré, donc forcément j'ai une erreur. J'ai un accès complet à ma configuration Spring Boot. Donc si je regarde JPA, on voit bien que j'ai PostgreSQL, que j'ai un cache, etc. Je peux regarder, je sais pas, la sécurité. Donc là, je peux aussi voir si quelque chose ne va pas dans l'appli, si ma configuration est correcte ou pas. J'ai accès à mes logs applicatifs. Donc ça, c'est Spring Security et Spring Data qui nous fournissent ça. Donc on voit que j'ai essayé de me loguer, ça a raté. Parce que tout à l'heure, oui, vous vous souvenez, je suis arrivé avec un navigateur, je l'ai fermé, je suis revenu. Donc on voit quand est-ce qu'on se connecte et qui l'a fait, à quelle date. J'ai un accès à ma gestion de log. Donc là, on utilise Logback. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut modifier les logs à chaud. Donc si je repars pareil sur la sécurité, security, on va dire mon success handler, ouais là, attends, je vais plutôt prendre là, tout ce qui est Spring Security, c'est en one, je le veux en debug. Là, ça passe tout seul en debug. C'est pareil, ça en dev, c'est sympa, mais en prod, c'est encore plus sympa, évidemment. Et enfin, dernier petit truc, alors là, qui est surtout pour du dev, on utilise Swagger pour générer une API REST. Donc on a une API REST complète de notre application. Si je vais voir, on va voir mon compte. Voilà, je peux voir mon account et je peux taper dessus. Ça, c'est intéressant, surtout pour les gens qui font de l'AngularJS et qui connaissent pas bien Spring MVC. Au lieu de se taper l'API Spring MVC, ils ont déjà tout qui est configuré là, tout qui est documenté là, donc c'est sympa pour eux. Ce qu'on va voir après, c'est que je vais rajouter évidemment des entités et que automatiquement tout est monitoré, tout est documenté, tout ce qu'on vient de voir là est automatiquement ensuite enrichi par ce qu'on fait. Ah, et puis dernier petit truc, hein, on est multilingue. Donc par défaut, on a français-anglais, on supporte une quinzaine de langues aujourd'hui, et c'est facile d'en rajouter des nouvelles. Donc on a le chinois, le coréen, le catalan, l'espagnol, l'allemand, le hongrois. Voilà. Ça, c'est mon appli de base. On voulait faire du métier, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand même. Je voulais faire ça. Alors en fait, user, on l'a vu, il est déjà généré dans JHipster, donc je ne vais pas le refaire pour aller plus vite. Et je vais faire la suite, je vais faire le compte en banque, les opérations bancaires, le label. Il me reste 20 minutes. Donc on va falloir se dépêcher un petit peu. Donc, j'ai des sous-générateurs dans JHipster, JHipster Entity, qui va me permettre de générer de nouvelles entités. Typiquement, le compte en banque, banque account. Donc le compte en banque, il a plusieurs champs.
Et il a un champ, il a un nom de type string qui est required. En fait, ce que je génère là, vous voyez, je vais générer une table. Ça va générer à la fois tout ce qui est Liquibase, donc les contraintes en base de données. Ça va générer le JPA, donc tout mon mapping JPA. Ça va générer mes contrôleurs REST. Et ça va générer aussi mon AngularJS devant, avec les bonnes validations à tous les niveaux. Ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, parce qu'on n'a pas le temps, on génère aussi des tests complets. Donc on génère des tests d'intégration, des tests Gatling pour la performance, et des tests aussi avec Karma.js côté JavaScript. Donc, mon compte en banque, il a un nom, et il a une balance, quand même. Et comme je code proprement, c'est un big décimal, qui va être required, sans taille minimum. Un compte en banque, c'est la fête. Voilà. Et il avait une relation vers l'entité opération. Voilà. C'était du one-to-many. Un compte en banque fait plusieurs opérations bancaires. Et il était relié aussi au user. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le user avait plusieurs comptes en banque. Donc là, c'est many-to-one. On va dans l'autre sens. Et on utilise le login. Voilà. Non. Hop là. Je vous passe ça, on va le revoir après. J'ai 2-3 trucs que j'ai passé vite fait. Vous voyez, derrière, j'ai Grunt, enfin j'ai Liquibase qui automatiquement me rafraîchit. J'ai déjà tout qui est prêt. Hein. Et j'ai déjà mon écran qui marche. Là, c'est que le front AngularJS qui fonctionne. Pour que le back fonctionne, il va falloir que je redémarre mon serveur Java et que Liquibase fasse une passe pour générer la base de données. Donc j'avais mon compte en banque, on avait des labels. Donc le label, il avait juste un champ label qui était de type string, qui est obligatoire. Voilà, et qui était lié aux opérations bancaires. Et c'est là où j'ai mon many-to-many. Donc ça, c'est sympa, many-to-many. Hop. Voilà. Et ensuite, mes opérations bancaires. Les opérations bancaires, elles avaient une date de type datetime, obligatoire. Et elles avaient un montant, il y avait de l'argent. Big décimal. Non, on s'en fout. Et une description quand même de ce qu'on allait faire, de type string. Sans validation. Et hop, une relation vers les opérations bancaires étaient liées au compte en banque, bank account. C'était plusieurs opérations pour un compte en banque. On va se relier sur le nom du compte en banque. Et elles avaient des labels. Et là, on était en many-to-many. Et c'est moi qui gère la relation. Label. Non. Et un truc que j'ai passé tout à l'heure, on peut avoir de la pagination. Donc pour les petites entités, je ne le fais pas. Pour les gros, je vais le faire. On va avoir un pager tout simple. Mais on voit que je génère à la fois des entités JPA, un repository, un contrôleur Spring MVC REST, un changelog Liquibase, ici tout un paquet d'AngularJS, et puis ensuite des tests, tests d'intégration, tests Gatling. Ici, c'est mes traductions. Je vais tester si ça marche. Petite Maven clean test. Je peux déjà voir sur mon écran, ici, ça m'a déjà préparé. Vous voyez déjà que l'AngularJS, il a une bonne tête. On va voir si tout fonctionne bien. Bon, ça va mettre un petit peu de temps. Donc, quand je suis un bourrin, pendant que les tests passent, je vais carrément relancer mon serveur d'app, parce que je suis sûr de moi. Qu'est-ce qui va se passer? L'application, quand elle redémarre, elle va mettre à jour la base de données. Et si je vais faire un petit tour ici, je vais avoir plus de tables. Refresh. Hop. Vous voyez, maintenant j'ai des tables label, opération, j'ai mon many-to-many, on le voit, j'ai opération label, j'ai mon compte en banque, etc. Voilà, on voit que l'application a démarré. Mes tests unitaires sont passés, build successful. Tout est tranquille. Si je reviens voir mon appli, hop, il faut que je me relogue. J'ai effectivement un compte en banque. Magnifique. Compte courant. J'ai 1000 €. Et c'est lié à l'admin. Super. J'ai des labels. Vous voyez bien que ça fait du crude. Hein. J'ai ma validation. Donc je sais pas, j'ai le salaire. Comme on n'a pas trop de temps, je peux en faire 36. Et je peux faire mes opérations bancaires. Donc on va dire, voilà, aujourd'hui, à midi, je suis allé, j'ai dépensé 10 € en allant au resto. Et je vais le mettre sur mon compte bancaire. Donc là, ça m'a généré des crudes tout bêtes. C'est sympa, parce que j'ai déjà tout qui marche. Après, c'est du crude simple, et c'est pas terrible, en fait, au niveau métier.
Mon premier souci, si je me délogue, je vais me reloguer en tant qu'un user normal, ben ça va être un peu moche parce que je vais voir en fait le compte bancaire de l'admin. En fait, on a un CRUD tout simple, donc en fait, il fait juste un get all et le métier, il n'est pas là. Donc évidemment, il va falloir que je code du métier. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de vous montrer qu'on va faire plus que juste générer du CRUD tout simple. On va voir si les outils fournis sont efficaces ou pas. Bon, celui-là, c'est le plus simple. En fait, on a un contrôleur REST qui va s'appeler bank account ressources. C'est à lui qu'on va demander tous les comptes en banque. On va voir ici qu'il a un get all et qu'il nous donne tous les comptes en banque. D'ailleurs, c'est écrit. Donc, il n'est pas terrible. Moi, je voudrais qu'il me donne tous les comptes en banque pour l'utilisateur en cours et pas les autres. Si j'auto-complète, coup de chance, il y a un find all for current user. Ça, j'ai un peu triché. Bon, en fait, je triche un petit peu. Ce qui se passe, c'est que on sait que le user, c'est un utilisateur spécial, et on vous auto-génère un certain nombre de requêtes qui nous paraissent utiles par défaut. Si je vais dessus, on va les voir. Donc là, on a un repository Spring Data qui est vide, sauf qu'on a rajouté cette méthode-là. Alors, ce qui est sympa, on est en Spring Data JPA, donc ça va nous générer la méthode avec cette requête-là. Et comme vous voyez ici, j'arrive à passer ici, c'est du SPIL, c'est du Spring Expression Language. On a intégré Spring Data JPA avec l'Expression Language, ce qui fait qu'en Expression Language, on peut passer à un user Spring Security. En fait, on a intégré la sécurité avec Spring Data, ce qui normalement ne fonctionne pas, d'ailleurs. Donc voilà, on a fait ce petit truc-là. Si je reviens ici, ah oui, alors, constamment embêté, il faut se reloguer tout le temps. C'est moi qui ai fait le bug. Ça marchait avant. Quand on est passé à Spring Security 4, j'ai pas fait attention. Donc vous voyez là le user, effectivement, il voit plus les comptes en banque de l'admin. C'est pas mal. Le user, par contre, il a un souci. Il voit toujours les opérations bancaires de l'admin. Il est pénible. Bon, vous vous doutez bien, on va faire le même genre de truc. Par contre, c'est un peu plus compliqué parce que l'opération bancaire, je l'avais pas liée au user. C'était que le compte en banque. Donc ça, c'est déjà assez embêtant. Et j'ai un truc qui est embêtant encore plus. Je vais me reloguer en tant qu'admin parce qu'aujourd'hui, on a un truc trop simple. On a qu'une opération bancaire. On va faire un peu plus d'opérations bancaires quand même. En début de mois, j'avais mon salaire. Et je gagne plein d'argent. Ah bah, on se prive pas. Venez chez Ypon. Ah oui, mince. Ah, parce que oui. Salaire. Vous voyez que je ne triche pas, la validation marche bien. C'était pas le bon champ. Eh, ça fonctionne. Alors oui, par contre j'ai un souci. Ah oui, mince, je me suis bourré dans mon salaire. Bon, tant pis. Là, je suis moins riche. Mais là, venez pas chez Ypon, à 1000 euros. J'ai plusieurs soucis en fait là sur mon truc. Donc on a déjà vu, c'était pas sécurisé. On voit aussi que mon salaire, il est arrivé en début de mois. Alors c'est pas très lisible en plus. Et si c'était plus lisible, on verrait que mon salaire, il est arrivé en début de mois et que c'est pas ordonné dans le bon sens. Donc là, tout cet écran-là, il est pas top. Donc déjà, je vais le faire plus joli parce que moi, la date comme ça, je trouve ça horrible. Enfin, je veux un truc un peu lisible. On va l'ouvrir. C'est opération.html. Il est là. Attendez, lui, on va le fermer. Hop. Les dates, elles sont ici. Donc je suis en AngularJS, donc c'est facile. Hein. Hop. Je le formate en date. Et la date, ça va être jour, mois, année. Voilà, un truc un peu plus sympa. Sauvegarde. C'est mes jours tout seul. Et là, on se rend bien compte, effectivement, on voit bien que mon salaire, il est arrivé avant, c'est pas trié. Donc je veux sécuriser et trier mon truc, qui est quand même pas mal de boulot. En fait, c'est pas si difficile que ça non plus. Je vais rouvrir mon contrôleur REST. Donc là, c'est mon contrôleur d'opération. Opération ressources. Opération ressources, en fait, au lieu de faire un getAll, alors on voit que lui, il est paginé. Par rapport à tout à l'heure, il est plus compliqué. En plus, il est paginé. Oui, j'avais oublié ça. Lui, il est vraiment... mais au lieu qu'il fasse un find all et qu'il nous trouve tous les comptes en banque n'importe comment, on voudrait qu'il nous le trouve par... Alors, vous vous souvenez, les opérations sont liées à un compte en banque. Donc, si je fais en Hibernate, je fais bank account. C'est mon lien. Bank account. Le bank account, il est lié à un user, property user. Le user, il a un login. Donc, je fais juste ça. Et je vais me passer ici le login en paramètres. J'ai un petit utilitaire avec Spring Security, avec Gipster qui arrive. Alors, on peut le faire facilement en Spring Security, mais on rajoute un utilitaire pour vous simplifier la vie. Là, j'ai le login du mec. Donc ça, c'est ça que je voudrais en paramètres. Et je voudrais en plus que ce soit trié order by date ascendante. En plus, je dois trier. Donc ça, j'ai essayé de
correctement écrire ma méthode, et je vais demander à IDEA de me la générer, s'il veut bien. Voilà. Génère-moi la méthode. Et on va redémarrer. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire si je l'ai bien codé, parce que c'est là où je peux me planter, parce que vous avez vu comme le truc à écrire. Si je l'ai bien codé, Spring Data JPA, il va comprendre cette requête-là, et je l'ai bien codé, parce que sinon ça aurait déjà craché, et il va automatiquement me faire la requête qui convient bien. Donc si je fais refresh ici, il faut que je me relogue encore, c'est relou. Attendez, je vais refaire en plus grand. Hop, opération. Mais maintenant, je suis trié. Vous voyez, j'ai eu mon salaire avant d'aller au restaurant. C'est pas mal. Et vu qu'on a 10 minutes, croyez-moi, si j'étais le user, je verrais rien du tout. Pas mal, pas mal. Il me reste un dernier souci. Mon compte en banque, il se met pas à jour. J'ai toujours 1000 € alors que je vais au resto, j'ai mon salaire. Donc ça, c'est quand même pas terrible. Donc, je voudrais faire une transaction. Je voudrais un truc un peu plus complet que ça. J'ai fait que du métier trop simple. Je vais reprendre un nouveau générateur. J'ai un générateur qui me génère des services Spring, qui est très simple. Je vais le lancer. Voilà, il m'a fait un service Spring tout bête. Donc maintenant, si je retourne dans mon opération ressources, quand j'ajoute ici, quand j'ajoute une opération bancaire, au lieu de faire un save tout simple, je vais injecter private mon nouveau service, balance service, hop, et balance service, je l'utilise ici, quand j'ajoute une opération bancaire. Hop, balance service, crée-moi la méthode. Maintenant, je suis dans un service Spring transactionnel, que je pourrais aussi sécuriser d'ailleurs si je voulais. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais... at inject. Je fais du CDI, hein. Je ferai remarquer. Il y a des confs sur CDI. Opération repo. Hop, opération repo. Donc, première chose que je fais, je sauve mon opération. Hein. Opération repo.save opération. Ça, c'est cool. Et puis surtout, je vais vouloir choper mon compte en banque. Private bank account repo. Bank account repo. Hop. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Déjà, je vais choper mon compte en banque actuel. Bank account. Donc, je le charge avec Spring Data. Pareil, c'est facile. Comme l'opération bancaire, elle est liée au compte en banque, c'est facile de choper le compte en banque. GetID. Donc là, j'ai mon compte en banque qui vient de la base. Et mon compte en banque, je veux changer sa balance bancaire. Et pour ça, c'est quoi sa nouvelle balance bancaire? C'est son ancienne balance, get balance, à laquelle j'ajoute le montant de l'opération. Donc opération.get amount. Hop, je relance. Je vais peut-être aller un peu vite. C'est de la boue, hein, je prends le compte en banque, je rajoute le montant de l'opération bancaire. Et quand je suis dans une transaction, en fait, Ibernet va tout gérer, les transactions vont marcher, j'ai juste tout qui va fonctionner. Si je retourne ici, et que je me relogue, ça va vraiment falloir que je corrige ça. Donc j'avais combien? J'avais 1000 €. Nouvelle opération bancaire, je vais aujourd'hui, je sais pas, à 12 heures toujours, j'en ai pour moins 550 €, parce que je suis allé à Devox, et que c'est super cher, alors que la bouffe n'est pas terrible. Sur mon compte courant, moins 550 €. Est-ce que mon compte bancaire a diminué? Oui, 450 €. Cool. Donc là, j'ai fait mon métier. Je marquais sans sèche. Hein. Ce qui était au début, mes sèches, elles sont tombées derrière et je les ai perdues. Donc, sans tricher. Et à cause des gants. Donc, parfait. Maintenant, je devrais partir en prod. Il me reste 7 minutes. Ouh, chaud. Donc, heureusement pour ça. Donc, on supporte différents clouds. Le principal, non, l'un des trois qu'on supporte, c'est Cloud Foundry. Alors, Cloud Foundry, c'est le cloud de Pivotal. Attendez, je vais juste le lancer. Gipster Cloud Foundry. Je le lance parce que je me méfie que le réseau rame. Une fois qu'il est lancé, je parle. Parce que je me méfie du réseau. Donc, on supporte aussi Heroku et OpenShift. Vous pouvez déployer sur un serveur d'app, ou même c'est un jar exécutable, donc c'est facile à déployer. Simplement, Cloud Foundry, il est open source. On en a une version, nous, chez Ypon, donc ça tourne sur le Cloud Foundry d'Ypon. Là, je vais déployer sur le Cloud Foundry de Pivotal, mais ça marche sur tous les Cloud Foundry. Il y a eu, je sais pas combien, il y a eu moins 5 démos d'IBM Bluemix à Devox. IBM Bluemix, c'est du Cloud Foundry, ça marche dessus aussi.
Je le sais parce qu'il m'envoie des stack traces avec Bluemix dedans. Donc tous les clouds Cloud Foundry fonctionnent avec JHipster. C'est ça qui est sympa avec Cloud Foundry. Cloud Foundry, l'intérêt aussi, c'est que là on voit vite fait, il y avait un manifest.yaml là dans Cloud Foundry. Il se configure très facilement avec un fichier YAML et il auto-configure en fait. Oh non. Ah, l'hôte est déjà pris. Ça c'est relou. Attendez, je vais le refaire. En fait, oui, j'aurais pas dû prendre Devox. Il y a quelqu'un qui a déjà pris le nom Devox. Devox test. Donc personne ne l'ait pris. Eh ouais, ça. Ah oui, j'ai pas pensé. J'aurais dû prendre un nom plus unique. Pas de chance. Et oui, bah qu'est-ce que je fais d'ailleurs? Pourquoi est-ce que ça mouline comme ça? J'ai un dernier truc que je vous ai pas montré. Là, si je prends les DevTools de Chrome, on va faire un petit audit de performance. On va voir, j'ai des perfs pourris. Vous voyez, j'ai plein de JavaScript, j'ai pas gzip, j'ai pas de cache du navigateur, c'est tout pourri. Pourquoi j'ai ça? Je l'ai fait volontairement, c'est grâce à ça que BrowserSync me reload tout automatiquement. C'est grâce à ça que j'ai une appli très modulaire, très facile à développer. Donc je l'ai fait ça pour que quand je développe, ce soit super efficace. Par contre en prod, c'est vraiment pas bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise Grunt pour minifier l'application, la concaténer. On a aussi un profil spécifique dans Spring qui fait qu'on va tout gzip, on va mettre les bons headers HTTP pour avoir une application qui en prod va être plus performante que ça. Je peux déjà vous montrer ce que ça génère. Je vais te faire un petit diff en fait. Si je fais un petit tour dans ma web app, donc avant vous vous souvenez ici j'avais plein d'AngularJS, etc. Maintenant si je prends le fichier index.html, j'avais un fichier index.html où j'injectais plein de JavaScript. Parce que j'ai plein de beaux fichiers. Pour développer, c'est super. En prod, ce qu'on vient de générer ici dans dist, on a un nouvel index.html. Vous voyez déjà il est beaucoup plus petit. Et il injecte juste deux JavaScript qui ont un H devant. En fait, tout est minifié, tout est avec un H devant pour avoir les headers très longs en HTTP, pour avoir une perf optimale quand je pars en prod. Est-ce que j'ai déployé? Telle est la question. Ah, c'est en train de télécharger. Oh, c'est arrivé. On va aller sur Cloud Foundry, voir ce que ça donne tout ça. Et on va voir que, a priori, j'ai des perfs qui vont être bien meilleurs. Donc Cloud Foundry m'a aussi automatiquement donné une base de données PostgreSQL. Quand l'application se démarre, bah, c'est toujours l'Equibase qui passe, qui va la mettre à jour. Donc j'ai juste tout qui va marcher. Si vous voulez tester, vous pourrez même y accéder vu qu'elle est sur le cloud. Si le réseau veut bien de nous. Voilà. Il reste 4 minutes. Voilà. Donc on voit que j'ai 3 applis. Ouh, j'ai dépassé mon quota. C'est bon, il y en a une qui est arrêtée. Donc voilà, Devox Test, c'est la nouvelle, c'est celle que je viens de lancer. Celle-là, c'est mon backup, si jamais ma conf foirait. Et donc ça m'a généré, si je descends ici, ça m'a aussi généré une base de données Devox Test. Qui est en train de démarrer. Donc on va espérer que ça passe, sinon je vais passer sur le backup. Remarque que j'ai passé sur le backup, c'est la même. Hein. Ah non, ouais, on va passer sur le backup, il reste 3 minutes. Vous pourrez tester devoxtest.cfapps.io. Là, vous pouvez tester devoxbackup.cfapps.io, hein, c'est la même chose. Hein. J'ai codé grosso modo pareil, peut-être pas les champs dans le même ordre, mais c'est tout ce qui va changer. Donc là, on a une appli qui va être beaucoup plus performante quand je vais lancer mon audit. Si le réseau veut bien être gentil, voilà. Alors si vous allez dessus, par contre, soyez gentil, changez pas le mot de passe, parce que sinon, plus personne ne peut venir. C'est pas sympa pour les autres. Donc là, on est en prod. J'ai pareil mon appli bancaire qui doit grosso modo ressembler à celle de tout à l'heure. Vous voyez, j'ai joué avec tout à l'heure. Je sais plus où j'étais allé. J'étais allé aussi à la Devox. Non, j'étais juste allé au resto. Vous pouvez monitorer, voir si en production elle marche bien d'ailleurs. On voit que Cloud Foundry me donne quand même pas mal de RAM, que j'ai 8 threads, etc. 25 threads au total. Et je vais faire mon petit audit quand même de perf pour voir si je suis meilleur que tout à l'heure. Reload page. Ah bah la vraie a démarré, tiens. Les deux ont démarré. Si vous voulez tester Devox Test, celle que je viens de coder, elle est aussi là. J'ai tout qui marche. Là, je bousille le réseau. Voilà, là on voit, donc j'ai mon audit de perf, on voit que j'ai beaucoup moins de problèmes de cache. J'ai plus de problèmes de gzip, etc. Là tout est gzipé, tout va bien. Mais seul petit problème de cache, on va essayer de les régler, mais c'est alors déjà c'est certaines ressources restent qu'on ne veut pas cacher volontairement et qui voient à tort. Et on peut aussi avoir des fichiers internationalisés qu'on veut recharger. Mais on va dire, vous voyez bien qu'en termes de perf, on est nettement meilleur que tout à l'heure. On avait une note horrible. Si vous voulez tester la vraie appli, elle est là. Donc devoxtest.cfapps.io. Admin. Et en plus, ce qui est sympa,
c'est quand on se log dessus. Ah, je l'ai cassé. Normalement, on voit les sessions des autres personnes. Je l'ai cassé aussi en migrant à Spring Security 4. Ça, c'est ma faute. Ça date de la semaine dernière. Je vais faire bosser ça. Voilà. Il me reste qu'une minute. Juste pour conclure, donc on a vu que j'ai pu générer une application de base en quelques minutes. J'ai pu générer des entités crudes relativement complexes, avec du many-to-many, des tests de perf, avec de la validation, enfin un truc quand même qui est assez complet, des mises à jour de la base de données. On a vu qu'après, j'avais plein d'outils qui étaient prêts pour m'aider à développer. Alors, il y a des outils comme Spring Data JPA qui vont m'aider à développer plus vite, mais après, j'ai un workflow. On a vu que j'avais du Grunt, du Maven, du Yeoman pour m'aider à développer de nouveaux écrans. Je peux parler de Bower, mais il y avait Bower aussi qui était préconfiguré. Et une fois que j'ai pu développer correctement, on a vu que j'ai voulu partir en prod. Et finalement, en une ligne de commande, je partais en prod, même avec un réseau pas terrible, ça marchait. Et là, j'ai une application en prod prête à être utilisée. Le tout en 50 minutes, slide comprise. Voilà. Je vous remercie, j'ai pas le temps pour les questions. Je suis désolé. La seconde près.